Bienvenue à vous, Très Guillaume bien. Lascrange-Arias. Merci d'être avec nous. Pardon pour ce petit problème technique. Je vous présente, vous êtes historien militaire, professeur à l'Université Sorbonne, ancien chercheur à l'OTAN. Merci de prendre quelques instants pour répondre à nos questions. D'abord, sur la capacité de riposte des Iraniens. Notre correspondant nous expliquait plus tôt donc que la République islamique continuait de riposter. Il y a eu notamment ce tir de missiles hyperpuissants sur le territoire israélien. Dans le même temps, Israéliens et Américains qui expliquent que les tirs tactiques iraniens ont été réduits de 80%, que les frappes au drone ont été réduites de 73%. Si ces chiffres sont avérés, qu'est-ce que ça dit de la stratégie iranienne en ce moment même? Est-ce qu'ils tablent sur une gestion des stocks, une économie de leurs stocks? C'est une excellente question. Je pense qu'il faut, je pense, poser la question sous deux angles. D'abord, effectivement, le stock qui était celui de départ des Iraniens, on estime peut-être à autour de 2000 missiles balistiques, et par contre une quantité absolument impossible à énumérer de drones. Et puis, la problématique des lanceurs, c'est-à-dire que c'est pas le tout d'avoir des missiles, encore faut-il avoir les plateformes de lancement. Et on sait que c'est la grande fragilité qui conduit peut-être à expliquer par leur destruction la diminution du nombre de frappes au moins balistiques. En revanche, ce qu'il faut observer, c'est que à ces tirs balistiques qui se poursuivent et qui sont peut-être plus ciblés, se succèdent ou du moins se doublent d'un accroissement des frappes, cette fois de drones, qui ont deux avantages. D'abord, ils sont paradoxalement plus difficiles à maîtriser, et puis ils ont besoin de moins de complexité pour les fabriquer et pour bien évidemment les projeter. Donc ça donne à l'Iran cette capacité aujourd'hui à toujours pouvoir réagir et à peut-être contrôler de manière assez paradoxale à la fois un nombre calculé de réponses pour, comme vous le dites, mesurer et faire des économies, mais dans le même temps de créer quand même une forme de tension pour ne pas laisser croire que la guerre est déjà terminée. Mais ça veut dire aussi que la stratégie, c'est d'installer cette guerre dans le temps, côté iranien en tout cas, c'est la stratégie adoptée? Tout à fait. On peut imaginer que justement pour eux, on est dans une stratégie de survie et dans une forme d'épuisement à la fois moral et politique des belligérants, notamment du côté américain, dont on sait que le président a annoncé que ça allait être rapide. Et au fur et à mesure que cela se déploie dans le temps, malgré les communiqués assez triomphant, eh bien, monte déjà au bout de 5 ou 6 jours, la petite musique dans l'opinion publique que cela pourrait durer 4, 5, 6, 8 semaines. Et cela, plus on s'avance dans le temps, plus cela risque de rentrer en collision avec le temps politique et notamment les fameuses midterms au mois de novembre prochain. À l'automne prochain. Guillaume Lascrange-Arias, du côté français, on a appris que Paris donnait son feu vert à la présence d'avions et d'autres aéronefs américains sur ses bases. Alors, il y a eu une sorte de malentendu qui a dû être ensuite rectifié pour préciser les propos de l'état-major français. Qu'est-ce qu'on en sait, en tous les cas au moment où on se parle, et de quelle base parle-t-on? Alors c'est difficile à dire parce que le but est d'abord de préciser dans quel cadre cela se fait. En fait, on peut le comprendre à deux niveaux. Ça peut être à la fois en France, tout simplement, où les États-Unis ont peut-être besoin d'avoir tout simplement des capacités pour l'élongation logistique pour les unités et les moyens qui viennent, par exemple, des États-Unis, mais ça peut être ensuite sur les bases que nous avons dans la région. Vous montrez une carte ici, et c'est l'occasion de rappeler que nous avons des bases notamment en Jordanie, la base H5, et bien évidemment dans les Émirats arabes unis. Ce soutien, il peut être précieux parce qu'il permet aussi de donner de la complexité et de diluer la présence des troupes américaines et donc de permettre, en diluant un peu les moyens, de déconcentrer et donc d'éviter probablement qu'ils soient tous soumis à une intense campagne de frappe, par exemple iranienne. Je complète simplement la carte que vous voyez à l'écran et qui, voilà, on ne le voit pas précisément, mais il y a aussi plus de 4000 soldats français déployés sur ces bases. Guillaume Lascrange-Arias, une question de Mélina Huette à mes côtés pour vous. Oui, bonjour Guillaume Lascrange-Arias. Je voulais justement en profiter, là on parle de la présence
présence française au Moyen-Orient, mais on a aussi une présence états-unienne très forte qui a progressivement grandi depuis les années 40. Et cette déclaration, la défense de l'Arabie saoudite est aussi la défense des États-Unis, et la guerre du Golfe, etc. On va peut-être pouvoir voir justement une carte des frappes de ces derniers jours, à la fois frappes états-uniennes, frappes israéliennes, mais aussi répliques iraniennes dans la région. On a l'impression qu'il y a des frappes sur beaucoup de bases états-uniennes qui sont identifiées comme telles, mais ce que je comprends, c'est qu'il y a aussi une présence de militaires américains sur des bases qui sont des bases, on va dire, domestiques, propres à d'autres pays. Est-ce que c'est le cas ? Est-ce qu'il y a des informations qui nous manquent parfois sur la présence américaine dans la région ? Alors, c'est assez compliqué, c'est-à-dire que vous avez deux types de possibilités. Soit vous avez des bases qui sont partagées, par exemple, un camp qui peut être en partie sous souveraineté nationale, mais qui accueille sous ce qu'on appelle le Standing Agreement of Forces, un SOFA, des unités étrangères. Soit vous pouvez avoir une base nationale américaine, en l'occurrence, qui s'installe. Ce qui est intéressant en réalité, c'est de démontrer que cette présence américaine, elle est effectivement nombreuse et qu'elle ne comprend pas simplement de manière temporaire des renforts, mais qu'elle s'inscrit bien dans une stratégie de protection du temps long. C'est très nettement le cas pour l'Arabie saoudite, mais c'est aussi le cas pour le Qatar et pour Bahreïn. Il faut bien comprendre que pour ces pays-là, depuis des années, dans leur stratégie de relation avec les puissances occidentales, il y a derrière l'idée qu'en achetant notamment de l'armement étrangers, français, britanniques, américains, on achète la garantie de sécurité et donc la présence militaire qui va avec de ces mêmes nations. Je voudrais aussi vous faire réagir à ce que dit le président de la République, Emmanuel Macron, quand, depuis le début de ce conflit, il dit que la France adopte une posture strictement défensive. Ça veut dire quoi, en termes militaires, pour être clair, d'être défensive ? Ben justement, le terme est au moins à l'avantage d'être absolument pas ambigu. Une posture défensive, c'est-à-dire que nous ne sommes pas justement à l'attaque. C'est-à-dire que, en l'occurrence pour l'Iran, nous n'avons pas caractérisé notre attitude en franchissant par exemple le golfe Persique et en allant frapper des positions iraniennes sur le sol iranien ou des intérêts directement iraniens dans la région. Au contraire, une posture défensive, c'est-à-dire que nous pouvons protéger nos alliés en étant avec nos rafales par exemple en l'air et en détruisant des drones et des missiles balistiques qui seraient en revanche envoyés depuis l'Iran en les interceptant et en les détruisant. C'est toute la différence entre cette posture qui est une posture de protection et une posture agressive. Mais est-ce que ça ne nous expose pas aussi ? Est-ce que les Iraniens, pardonnez-moi Guillaume Lasconjas, mais est-ce que les Iraniens vont faire le tri ? Est-ce que ça ne nous expose pas dans tous les cas, nous Français ? Et les emprises françaises également. Mais on l'est déjà. Mais nous le sommes déjà. Il faut comme rappeler aux téléspectateurs qu'une base française a été touchée par 2 drones au courant du week-end. Donc il faut bien se dire qu'en faisant ça, c'est aussi l'objectif de défendre nos moyens militaires, nos soldats, nos capacités contre une agression, finalement, là, pour le coup, véritablement injustifiée. Qu'est-ce qui nous lie aujourd'hui ? Ce sont ces partenariats justement entre ces alliés, mais est-ce que c'est contraignant aujourd'hui, ces partenariats qu'on a noués avec les États de la région ? Est-ce qu'on leur doit assistance ? Est-ce que c'est contraignant ? Non, ce n'est pas contraignant, mais on a tout intérêt, en revanche, à les respecter parce qu'il en va de la parole de la France, il en va de notre crédibilité, et surtout si on signe des traités de coopération et de défense, c'est un tout petit peu différent d'alliances qui ont un côté un tout petit peu plus automatique, il faut bien comprendre que nous n'apportons pas seulement un appui dans nos équipements, dans notre doctrine, dans nos moyens, dans la maintenance de ce que l'on livre, mais aussi dans la capacité, le jour venu, d'appuyer ces pays. En revanche, c'est vrai, cela nous met dans une posture de devoir répondre si on est appelé à le faire. Et ça, c'est toute la difficulté. C'est-à-dire qu'on ne va pas non plus faire une offre de service qui ne serait pas attendue. C'est une relation d'égal à égal entre 2 États
qui ont un partenariat stratégique, et ce partenariat stratégique, il est au bénéfice finalement des deux. Quand le président de la République appelle le Premier ministre israélien à renoncer à une invasion terrestre au Liban, qui ne semble pour l'instant pas suivi d'effet, puisque l'État hébreu a précisément appelé à l'évacuation de 700 000 personnes dans la région sud du pays. On a aussi des soldats français présents aux côtés de la FINUL. Qu'est-ce qui peut se passer pour nous de ce côté-là ? Alors, qu'est-ce qui pourrait se passer? En fait, ce qui s'est déjà produit il y a quelques mois, hein, et de manière quelquefois assez répétée, nous avons eu, il faut comme le rappeler, des soldats de la FINUL qui ont été injustement, là encore, agressés, sur lesquels il y a eu des tirs, hein, notamment de l'armée israélienne dans les mois précédents. Et il faut bien rappeler que la mission de la FINUL, c'est à la fois de mettre en application le désarmement des milices locales, mais cela ne peut se faire qu'à l'accompagnement des forces de sécurité libanaises. Et la position de la France a toujours été, si on aide l'armée libanaise à monter en gamme et en capacité, on sera capable de désarmer notamment les milices et le Hezbollah, et on obtiendra probablement un environnement de sécurité plus sûr. Du côté israélien, il y a l'option plutôt, au lieu d'être dans l'attente, eh bien, c'est la possibilité plutôt d'agiter immédiatement le gros bâton. Et cette politique, outre qu'elle risque d'avoir des conséquences très lourdes sur le Liban, de le transformer en État failli, de le fragiliser, ne sécurise pas plus véritablement Israël. Mélina, une question pour vous. Je voulais revenir sur ce que vous disiez tout à l'heure sur les capacités militaires de l'Iran. Vous avez parlé de missiles balistiques, de lanceurs, évidemment des drones Shahed qu'on connaît très bien, notamment depuis la guerre en Ukraine, mais pas que. Est-ce qu'on sait s'il y a eu un changement depuis la guerre des 12 jours en 2025 dans la préparation de l'Iran à ce qui devenait peut-être inévitable, je ne sais pas, mais il est très difficile d'avoir des informations sur le stock, sur l'armement, sur la préparation de cet État extrêmement fermé. Mais est-ce qu'il y a des sources de renseignements qui fuitent sur la préparation éventuelle de l'Iran à ce qu'ils sont en train de connaître aujourd'hui ? Alors, je vous donnerai simplement ce que l'on trouve, notamment quand on fait un peu de ce qu'on appelle de recherche en source ouverte. Et deux choses, finalement, ressortent. La première, c'est que l'Iran a choisi d'adopter ce qu'ils appellent une défense mosaïque, c'est-à-dire une forme d'éclatement, de décentralisation du système de commandement et de contrôle qui permet d'avoir à la fois de la redondance et donc de la résilience. En diluant les centres de commandement, en les redoublant, eh bien finalement ça rend l'incapacité, plutôt cela permet de devoir, cela force les Américains et les Israéliens, à devoir frapper de multiples fois à de multiples endroits. C'est donc lourd, et puis ça précipite ou ça allonge dans la durée les opérations, notamment aériennes. Et puis la deuxième dimension, c'est qu'on sait qu'il y a eu la nomination de plusieurs successeurs dans chaque position comme étant considérée comme clé, ce qui fait que vous avez non seulement le chef qu'il faut tuer, mais le numéro 2, le numéro 3, le numéro 4, le numéro 5, jusqu'à un certain nombre de subalternes, ce qui, là encore, crée une forme de complexité, puisque il est rare, bon alors vous avez le contraire de ce qui s'est passé le week-end dernier, mais généralement on va essayer de ne pas tous les mettre au même endroit et au même moment, et même si le renseignement est américain et israélien est bien préparé, cette multiplication de cibles pèse lourd, parce que il faut comme le rappeler, la proximité géographique relativement, plutôt la distance géographique entre les protagonistes fait qu'il va y avoir de la fatigue, notamment probablement pour les pilotes de chasse qui vont être extrêmement sollicités et qui le sont déjà. Et il y a en même temps un renseignement très efficace côté israélien. On sait que l'entourage proche de ces cadres, de ces hauts responsables, du guide suprême lui-même était infiltré par des agents. Ça, c'est quelque chose d'essentiel et d'important dans ce qui est en train de se passer. Oui, mais cela dit, la décapitation de la tête du régime n'a pas pour l'instant créé un chamboulement tel que l'ensemble paraît tellement fragile ou sur le point de s'effondrer.
il est probable, mais ça, j'allais dire, le futur nous le démontrera, que il y a peut-être des tentatives de retrouver des canaux pour négocier avec les Américains. Peut-être qu'il y a la question de la mise en place d'un régime qui sera plus allant pour signer ce qui avait été demandé lors des conférences, notamment à Genève, entre les émissaires de l'administration Trump et puis les représentants de l'Iran. Ça, on ne le sait pas encore. Il est vrai que le renseignement et du Mossad et de la CIA ont démontré ces dernières heures une extrême capacité et connaissance du régime. Il faut bien dire, cela dit, que du côté du Mossad, l'Iran est une priorité depuis au moins une quinzaine d'années. Guillaume Lasconjarias, j'ai une autre question justement pour aller un peu plus loin sur ce changement de régime potentiel dont vous parlez. Militairement, on le sait, des frappes aériennes ne feront pas plier, en tout cas a priori, le régime. Vous l'avez d'ailleurs décrit, il y a beaucoup de successeurs. Et donc, on sait que et les États-Unis et Netanyahou appellent à ce que les Iraniens sortent dans la rue, renversent eux-mêmes le régime facilité par ces frappes. Or, ils ont été massacrés en janvier dernier lorsqu'ils sont la dernière fois sortis manifester. Plusieurs dizaines de milliers de personnes mortes en quelques heures à peine. A priori, on n'est pas sûr qu'effectivement ce sera suivi d'effets. Et il y a cette rumeur qui grossit, qui est presque performative sur ces Kurdes qui, basés en Irak, pénétreraient dans le pays et pourraient participer à justement une invasion terrestre, ce que ne fera pas les États-Unis. À ce stade, c'est très putatif. On sait que les Kurdes sont peu nombreux finalement et qui... A priori, ils ne vont pas se lancer dans une telle attaque. Donc, est-ce que la campagne actuelle menée par les États-Unis et Israël a des chances de voir advenir ce nouveau régime qu'ils appellent de leur vœu ? C'est très difficile. Alors, le spécialiste du bombardement aérien s'appelle Robert Pape, c'est un universitaire, et sur les 100 années qui nous ont précédés de to win, qui s'est donc frappé pour gagner, il démontre bien que jamais, à aucun moment, il n'y a eu suffisamment de capacité aérienne pour transformer de manière efficace un gouvernement. Vous avez en réalité deux effets. Soit vous faites des frappes ciblées, qui sont en fait des frappes de décapitation, c'est exactement ce qui est en train de se passer. Soit vous espérez littéralement punir la population, mais en faisant cela, non seulement vous changez littéralement la donne, et dans l'histoire, la démonstration est relativement simple, c'est que vous créez un effet de réunissez-vous autour du drapeau et donc de raidissement de la population qui, même si elle n'aime pas le régime, déteste encore plus l'idée d'être bombardée. Et quant aux Kurdes, une simple incise, outre le fait qu'on ne sait pas ce qu'il en est de la réalité, il faut préciser deux choses. Alors, ils sont déjà peu nombreux. Au maximum peut-être 5 à 6 000 combattants. Ils sont loin. Et puis surtout, quand on anime un groupe ethnique comme cela, notamment en Iran, on crée deux effets paradoxalement contradictoires. D'abord, on crée un sentiment d'implosion potentielle du pays, qui est quand même une mosaïque ethnique, et pour y avoir des répliques, pas simplement au Kurdistan, mais chez les Azéris, chez les Baloutches, ailleurs. Et ça, quelque part, la majorité perse, probablement, aurait du mal à l'accepter. Et le deuxième problème, il est le suivant. Ces acteurs extérieurs, et les Kurdes en sont une illustration, ils ont leur propre agentivité, c'est-à-dire leur propre agenda politique, et rien ne garantit que, par exemple, ils souhaitent aller jusqu'à s'emparer de Téhéran. Donc au mieux, ce sera une diversion. Au pire, les Kurdes pourraient aussi être, encore une fois, sacrifiés. Rappelons qu'avec l'administration Trump, ces mêmes Kurdes qui avaient aidé, notamment en Syrie, l'administration américaine, ont été oubliés. Merci beaucoup, Guillaume Lasconjarias. Merci d'avoir pris le temps de répondre à toutes nos questions sur France 24.